Bonsoir, merci d'être là, professeur Rosenbaum. Avant de nous dire exactement ce qu'on fait de l'argent et aujourd'hui, quelle est la réalité du sida, c'est important justement de tordre le cou à des tas de clichés. Vous pouvez savoir le nombre de gamins que je rencontre qui me disent le sida, on n'en meurt plus, à quoi ça sert de se protéger, c'est incroyable. On va essayer d'être le plus pédagogique ce soir, que vous disiez des choses clairement, comment on attrape la maladie, est-ce qu'on va être pas cru, mais dans la réalité de la vie, est-ce que par exemple une fellation sans préservatif, est-ce qu'il y a un risque, enfin... Vous allez dire les choses telles qu'elles sont. En tout cas, pour l'instant, il y a 5 850 000 à 22h28 promesses de dons, 5 850 000 euros. Les organisateurs du site d'action, Pierre Berger, le professeur Lévy, veulent atteindre les 6 millions pour aider les malades et la recherche. Donc, au 110, vos promesses de dons. Professeur, tout le monde vous connaît, puisque vous êtes l'un des co-découvreurs, pas du vaccin, du virus. C'est là, en fait. Le problème, c'est que les gens confondent entre virus et vaccin. Vous, ce que vous avez réussi à faire, il y a déjà de nombreuses années, c'est détecter le virus. Oui, absolument. Ça n'a rien à voir, bien qu'on peut imaginer que le virus c'est la première servir un jour à faire un vaccin, effectivement. Donc il fallait d'abord découvrir le virus avant de trouver le vaccin. Mais aujourd'hui, c'est la question qu'on vous pose, j'imagine, tous les jours à vous aussi. C'est pour quand le vaccin qui va permettre de soigner le sida, professeur Rosenbaum? Est-ce qu'on le sait ou alors pas du tout? Alors, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est clair. C'est absolument un pari de savoir si un jour un vaccin sera disponible. Et moi, je me garderais bien de toute spéculation. En tout cas, premièrement, il faut faire aujourd'hui comme s'il n'y en aura jamais. D'accord. Hein. Et deuxièmement, il faut savoir que même si demain il y a un vaccin, on mettra, hélas, sans doute beaucoup plus de temps pour le rendre disponible à tous ceux qui en ont besoin qu'on en a mis pour le mettre au point. Ah oui, donc ça veut dire que si demain on se met dans le cas de figure que vous le trouvez demain, on ne sait jamais, on peut se lever un matin et le trouver, mais on peut aussi se lever un matin et ne jamais le trouver. Il faudra combien de temps pour que les gens qui sont malades puissent en bénéficier? Écoutez, le vaccin contre l'hépatite B existe depuis 1975 à peu près. Et il y a tous les ans 5 à 10 millions de personnes qui meurent de l'hépatite B dans le monde. Professeur, un vaccin, c'est avant, non? C'est préventif. Oui, il y a le vaccin préventif et puis éventuellement, il y a une immunothérapie qu'on appelle habituellement vaccin thérapeutique qui utilise un peu le même processus de stimulation de l'immunité mais qui a pour objectif de contrôler un peu mieux la réplication du virus. Alors, jeune fille, jeune garçon qui regardait cette émission, il ne faut pas penser que la trithérapie, ça fait qu'on prend comme ça 2 médicaments le matin et ça va très bien. Racontez, s'il vous plaît, professeur Rosenbaum, vous qui les traitez tous les jours, d'abord, en quoi ça consiste de prendre une trithérapie? Ce n'est pas un comprimé d'aspirine. Et quelle est la réalité des malades, généralement, qui sont malades et qui ont besoin de cette trithérapie? Ce n'est pas du tout quelque chose de léger. Racontez ça. Écoutez, d'abord, être infecté par ce virus aujourd'hui, c'est avoir à subir une épée de Damoclès pour le restant de ses jours. C'est avoir à subir une modification ou une gêne dans sa sexualité pour toujours. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, quand on attrape le virus, on l'a pour toute sa vie et on aura à gérer ça dans sa sexualité en particulier, mais pas que. Dans sa façon de mettre un enfant au monde aussi, par exemple. Dans sa façon de mettre un enfant au monde et aussi de gérer ses relations sociales parce que l'un des poids les plus importants que chaque personne qui est contaminée par ce virus a aujourd'hui, c'est à supporter le regard de la société, à supporter le regard d'autrui. Et des discriminations, il y en a partout. Hein. À pouvoir le divulguer, à pouvoir en parler à ses amis, à sa famille, à ses amants, à ses amantes. Et il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose de très léger. Et dans la réalité du quotidien d'un malade, c'est quoi avec cette trithérapie qui consiste à prendre quand même 27 comprimés par jour et avec une difficulté sévère? Là-dessus, c'est là où peut-être on a fait le plus de progrès, c'est dans la simplification des traitements. Et je crois que pour tous ceux qui sont contaminés, il faut qu'ils sachent que c'est quand même plus simple aujourd'hui pour ceux qui rentrent dans la maladie. Pour ceux qui y sont depuis longtemps, c'est vrai que c'est plus compliqué et qu'eux ont à subir à prendre de nombreuses pilules, de nombreuses fois dans la journée, avec éventuellement des contraintes, et avec aussi, même si là aussi on a fait des progrès, des événements indésirables, et puis en permanence, l'angoisse de ne pas les prendre, ou d'oublier de les prendre, parce que ces traitements sont très efficaces à condition de les prendre à 100%. J'ai l'habitude de dire 100% d'efficacité
quand on prend 100% du traitement, mais déjà 0% d'efficacité qu'on n'en prend que 70%. C'est donc une contrainte très importante. Alors, moi, il y a un chiffre qui m'a absolument catastrophé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde sait qu'il faut se protéger pour ne pas attraper le sida. 7000 nouvelles contaminations cette année. 7000 nouvelles contaminations. Donc, on a beau dire protégez-vous, etc. 7000 nouvelles contaminations. Comment on attrape le sida, clairement? Une fellation sans préservatif, professeur Rosenbaum. 7000 nouvelles contaminations, c'est pas chiffre. Tout à fait ça, c'est 7000 nouveaux diagnostics. Diagnostic, parce que ça, oui, mais vous voulez dire que ça veut dire qu'il y a quoi. peut-être plein de gens qui se contaminent et qu'on ne connaît pas. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est au minimum 7000 personnes qui ont été contaminées en 2005. Puisque donc, quand on va voir un médecin, il nous parle clairement, on attrape le sida comment? Comme vous le savez, il y a beaucoup de fantasmes qui courent autour de cette maladie. Les gens continuent à penser qu'en buvant dans un verre d'eau ou en s'embrassant ou en côtoyant les moustiques. Je ne sais pas ce que les gens font avec les moustiques, mais bon. Il y en a qui enculent les mouches. Je vous laisse la responsabilité de cette assertion, mais il paraît, oui. Donc, non, c'est les relations sexuelles et l'utilisation de matériel souillé par voie d'injection qui est susceptible de contaminer. Le sang continue à contaminer dans le monde, puisque il faut savoir que dans la majorité des pays en développement, le sang n'est pas sûr. Vous savez, on a beaucoup parlé pendant une période des quelques mois d'écart ou quelques semaines d'écart qu'il y a eu entre les tests et la sécurisation du sang en France. Mais il y a encore dans le monde, là où on part en vacances, souvent, sans y faire attention, du sang qui n'est pas contrôlé. Donc voilà, c'est ça. Donc, les relations sexuelles. N'importe quel type de relation sexuelle, notamment la fellation. Vous avez raison de dire n'importe quel type de relation sexuelle, même s'il y a un degré de risque qui peut varier en fonction du type de relation, c'est n'importe quelle relation sexuelle. Et dans l'élan de ce genre de moment, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à contrôler. Et on se laisse aller des fois dans des pratiques qu'on croit sûres, et elles ne le sont pas. Alors, le 110 pour vos promesses de dons, encore ce soir, le 110 pour vos promesses de dons, 5 850 000, en espérant les 6 millions au minimum d'euros. Guy, pour terminer. Oui, juste une question. Dans les années 90, il y a eu des campagnes pour justement parler de la prévention, des campagnes choc assez violentes, vous vous souvenez, avec des images assez violentes. Là, peut-être que les gamins sont, comme disait Marco, un peu moins sensibilisés à ça, parce qu'il n'y a plus ces campagnes-là. Oui, vous savez, dans ce type de prévention qui se situe dans un moment, dans une situation de plaisir, c'est très compliqué de faire passer des messages, et il y a la répétition qui fonctionne, et puis il y a aussi le fait de mettre la prévention en perspective, avec en particulier le plaisir. Et moi, j'aime bien parler, ce qu'on n'a jamais réussi à faire, d'éducation à la santé sexuelle. Parce qu'il faut aussi arriver à parler, pour être crédible, de la situation dans laquelle il faut prendre des précautions. Donc il faut appeler un chat, quoi, grosso modo. Oui, enfin, il y a du plaisir aussi. Et ce plaisir-là, il faut arriver à le gérer avec le risque. Et ce n'est pas facile. La répétition et l'éducation sont à la base de tout.